Bienvenue à cette assemblée publique de consultation concernant un projet particulier de construction, d'occupation d'un immeuble sur la rue de l'Église, plus précisément au 176. Je suis accompagné de Mme Marie-Pierre Tremblay, directrice de l'urbanisme et du développement durable à la ville de McMasterville, qui nous présentera le dossier, ses tenants et aboutissants. Alors, sans plus tarder, Mme Tremblay, je vous cède la parole. OK. Donc, ce soir, on a une assemblée publique sur le premier projet de résolution au sujet du PPC-MOI du 176 de l'école. Si vous avez des discussions de l'Église, pardon, de l'Église. Ouais, je m'excuse. Je fais des petits lapsus entre les deux rues, puis je m'en excuse. Mais si vous avez des discussions au sujet d'autres dossiers, je vous inviterai à sortir de la salle, je m'en excuse. Donc, au niveau de la présentation, je vais discuter de qu'est-ce que c'est un PPC-MOI. On va parler du projet qui est à l'étude ce soir. On va parler des éléments qui dérogent à la réglementation. On va parler des étapes qui vont mener à l'approbation du projet. On va également parler du processus d'approbation référendaire, puis il y aura une période de questions et de commentaires à la fin. Donc, le PPC-MOI, c'est un outil de planification. C'est un règlement que la Ville a adopté sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Ça a pour but de permettre au conseil municipal d'autoriser, sur demande puis à certaines conditions, qu'un projet soit réalisé, même s'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la Ville. Le règlement comprend des critères d'évaluation pour les projets qui impliquent que ceux-ci doivent avoir une valeur ajoutée pour la communauté, que ce soit au niveau du développement durable, de la lutte à la crise du logement ou d'une architecture distinctive. C'est une autorisation qui s'applique uniquement pour le terrain qui est visé par la demande, qui ne s'applique pas à l'ensemble d'une zone ou à l'ensemble de la ville. Au niveau du projet du 176 de l'Église, en 2023, il y a une autorisation qui a été accordée afin de démolir la maison qui portait l'adresse 176 rue de l'Église. Le bâtiment était en mauvais état et il ne pouvait pas être récupéré. Le terrain vacant a été acquis par un promoteur, puis des démarches sont en cours depuis octobre 2024 entre la ville et le promoteur pour bonifier le projet puis en arriver à une version qui vous est présentée ce soir. Au fil des versions qui ont été élaborées par le promoteur, le nombre de logements puis le nombre d'étages du bâtiment ont été réduits. C'en est de même pour le nombre de cases de stationnement. Par la même occasion, ça a permis de bonifier le pourcentage d'espace vert puis le paysagement. Il y a l'architecture du bâtiment qui a été retravaillée pour reprendre et respecter les caractéristiques du milieu environnant. Le 12 mars 2025, il y a une demande complète de PPC-MOI qui a été déposée. Le projet qui est présenté ce soir, il comporte 6 logements. C'est un bâtiment de 2 étages avec un sous-sol. Il y a 9 cases de stationnement, puis un pourcentage d'espace vert de 37 il n'y a aucune case de stationnement qui se retrouve dans la cour avant. La marge latérale gauche est conforme. Et puis, il y a les galeries qui ont été réduites en profondeur pour améliorer l'intégration avec le voisinage.
Lors de la séance du conseil municipal du 5 mai dernier, le conseil municipal a adopté le premier projet de résolution pour le PPC-MOI pour l'autoriser sous certaines conditions. Au niveau de la localisation du projet, c'est sur la rue de l'Église, complètement au bout, le long du sentier Roger-Dubuc, dans la zone R1. On voit ici les propriétés voisines. Donc, l'architecture est assez variée quand même dans ce secteur-là. Il y a dans le quartier environnant, dans les environs, déjà quelques multilogements, 8 logements, 6 logements, 4 logements. C'est de la densité qui existe déjà dans ce secteur-là. Au niveau de l'implantation proposée, le projet comporte 6 logements, donc il y a 3 4,5 et 3 5,5. Il y a 9 cases de stationnement. Il y a une aire pour ranger... Oh, là, j'ai mon pointeur que j'ai enlevé. Il y a une aire pour ranger les bacs roulants qui est prévue sur le côté. Et puis, il y a une servitude d'Hydro-Québec là, qui est à respecter le long du sentier Roger-Dubuc également. Le bâtiment proposé, il y a 2 étages avec un sous-sol, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y a 37 % d'espace vert sur l'ensemble du terrain. Le bâtiment utilise 22 % d'implantation au sol. Il y a une aire de stationnement pour vélo qui est prévue à l'arrière. Puis, il y a une noue drainante. Donc, c'est un espace qui va permettre de recueillir l'eau de ruissellement du stationnement. Donc, une noue drainante qui est prévue sur le côté du stationnement pour permettre de recueillir l'eau sur le terrain, ce qu'on souhaite favoriser pour limiter les impacts des changements climatiques. Et puis, il y a 4 cases de stationnement qui sont prévues en pavé perméable. Donc, c'est un type de pavé qui va permettre d'absorber une certaine quantité d'eau, contrairement à l'asphalte qui fait du ruissellement. Le projet implique l'abattage des 3 arbres qui sont sur le terrain. Toutefois, il y a de nombreux arbres qui vont être plantés. Je vais y revenir plus tard. Le bâtiment qui est proposé respecte la hauteur maximale dans la zone, qui est de 10 mètres. Le bâtiment, il est scindé en 3 volumes. Donc, on voit que ici, on voit les 2 maisons voisines là, qui sont sur la rue de l'Église, puis le bâtiment projeté. Donc, on voit que les maisons voisines sont aussi scindées en plusieurs volumes. Donc, il y a des volumes plus petits à l'avant, puis des volumes plus grands vers l'arrière des bâtiments dans les 2 cas. Puis, c'est ça, le bâtiment qui est proposé, il y a également des volumes qui sont fractionnés pour éviter d'avoir un gros bâtiment rectangulaire. Donc, ici, on voit un petit peu plus en détail l'élévation avant. Je vais y revenir plus tard. L'élévation avant reprend certains détails architecturaux dans le voisinage. Ici, on voit l'élévation latérale droite, donc du côté du sentier Roger-Dubuc. Donc, quand on se promène sur le sentier, c'est ce côté-là du bâtiment qu'on va voir. Je vais y revenir plus tard, mais chaque logement a son entrée privée pour créer un effet d'échelle humaine. Ici, on voit la façade qui va donner la façade latérale gauche, donc du côté du voisin. Et puis, la façade arrière. Ici, on voit les perspectives en 3 dimensions du bâtiment. Les matériaux proposés, c'est du fibrociment dans des tons de beige. Il y aura un bandeau de maçonnerie d'une hauteur d'environ 1,2 m dans le bas des murs sur les 4 façades. La toiture principale sera en bardeau d'asphalte, puis les toitures des galeries seraient en acier. On voit ici les échantillons de matériaux, puis ça, c'est pas le bâtiment, là, mais c'est un exemple au niveau des matériaux qui ont été choisis. Au niveau de l'architecture, les galeries ont des bonnes dimensions pour s'intégrer au bâtiment environnant. Les entrées principales des logements sont individuelles, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y a aussi des rappels des éléments architecturaux dans le voisinage, au niveau, par exemple, des pignons sur les façades, du revêtement horizontal, des couleurs pâles, des fenêtres avec une imitation de guillotine. Donc, tu sais, on voit qu'il y a des détails architecturaux, par exemple ici, qui ont été prévus dans la toiture pour s'inspirer un peu des bâtiments de ce secteur-là. Avec les galeries un peu aussi qui reprennent un petit peu
le type de galerie qu'on voit dans le quartier. Il y a aussi des mesures d'atténuation qui vont être prises dans la construction du bâtiment pour atténuer l'impact du train, qui est juste à côté. Au niveau de l'ensoleillement, dans ce cas-ci, on est allé un petit peu plus en détail. Donc, on a mis l'étude d'ensoleillement dans le rapport parce que c'est un des critères au niveau du PPC-moi. On voit qu'au niveau de l'hiver, il va y avoir un impact au niveau de l'ensoleillement, mais du côté du sentier Roger-Dubuc, pas vers le voisinage. Donc, dans le fond, on voit tout au fil de la journée où est-ce que l'ombre va se trouver. Donc, plutôt vers la piste cyclable, ensuite plutôt vers la piste cyclable et vers la rue, puis finalement vers la rue. En été, il va y avoir très, très peu d'impact. On voit que c'est sur le propre terrain là, que l'ombre se fait, sauf en fin de journée où est-ce qu'il va y avoir un tout petit peu d'ombre sur le terrain voisin. Mais il y a quand même une haie imposante là, le long, il y a des arbustes là, de ce côté-là. Donc, hein? Ouais. Donc, au niveau de l'impact sur l'ensoleillement, ça devrait être plutôt faible. Au niveau de l'aménagement du terrain, on voit plus de détails ici, j'en ai parlé un peu tantôt. Il y a la plantation de 12 arbres qui est prévue, donc je l'ai mentionné, on en coupe 3, on en plante 12. Il y en a 2 dans la cour avant. Il y a plusieurs essences d'arbres qui sont prévues, donc des érables, cerisiers, épinettes de Serbie. Il y a aussi l'ajout d'une haie de conifères qui est prévue le long de la piste cyclable. Il y a la plantation de vivaces qui est prévue autour des aires de stationnement et des galeries. Les unités de climatisation vont être camouflées par de la végétation. L'aire de déchets va être entourée par une clôture opaque de couleur beige de 1,5 m de hauteur pour camoufler le tout. Il y a 9 cases de stationnement, comme j'ai mentionné tout à l'heure, 4 en pavé perméable. Il va y avoir la possibilité ou la présence de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Des stationnements pour vélos. Je l'ai mentionné tout à l'heure, il va y avoir une eau drainante le long du stationnement pour gérer l'eau de ruissellement du stationnement. Et puis, si nécessaire, il y aura des mesures qui seront prises pour éviter le ruissellement d'eau vers les propriétés voisines à l'arrière. Il y a, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a plusieurs espèces d'arbres qui sont prévues, plusieurs espèces de plantes également. Au niveau de la coupe des bâtiments, les logements 5,5 vont être sur 2 étages, rez-de-chaussée et étage, puis les 4,5 qui vont être au sol. Ensuite, les niveaux de terrain vont s'agencer avec les niveaux de terrain voisins. Donc, il n'y a pas de muret ou c'est pas prévu de relever le niveau du terrain. Donc, au niveau de la pente du terrain, par contre, je vais le mentionner plus tard, mais ça ne respecte pas la pente qui est exigée entre 1 et 10 % sur le terrain. Le niveau du rez-de-chaussée va être un petit peu plus haut que le niveau du rez-de-chaussée voisin. Donc, le voisin a un niveau de rez-de-chaussée à 14,80, puis eux, ils vont être à 15,36. Donc, au niveau des non-conformités à la réglementation, donc ce qui est à l'étude au niveau du PPC-moi ce soir, il y a le nombre de logements prévus dans le bâtiment qui est de 6 au lieu d'un maximum de 4. Il y a la marge arrière qui est de 6,32 sur le projet prévu. La résolution, elle vise à autoriser une marge arrière de 6,22 mètres. On met une différence de 10 cm pour éviter des problèmes si jamais il y a une petite variation au niveau du chantier de construction. Le minimum qui est exigé, c'est 10,06 mètres, donc c'est 25 % de la profondeur du terrain. Il y a 3 avant-toits, donc les toitures au-dessus des galeries, qui empiètent de plus que 1,2 mètre dans la marge latérale gauche, alors que le maximum, c'est de 1,2 mètre. Il y a un escalier, autant du côté gauche que du côté droit, qui empiète de plus que 2 mètres dans les cours latérales, alors que le maximum autorisé, c'est de 2 mètres. Il y a l'allée d'accès au stationnement, qui n'est pas perpendiculaire à la voie publique, alors que le règlement demande que les accès soient perpendiculaires. La pente du terrain, comme j'ai mentionné tout à l'heure, elle n'est pas entre 1 et 10 %, alors que c'est ce qui est exigé au règlement. Il y a l'accès charretier, donc l'accès de stationnement, qui est d'une largeur de 4,5 mètres. Dans la résolution, on vise à autoriser un accès charretier de 4,4 mètres
encore une fois, pour éviter des problèmes si jamais il y a des petites variations au niveau de la construction. La largeur minimale exigée au règlement, c'est de 5 mètres. Puis c'est la même chose pour toute l'allée d'accès qui mène jusqu'à l'arrière au stationnement. Donc ici, on a illustré un petit peu sur le plan où se situent les dérogations. Donc, dans le fond, dans ce cas-ci, la rue de l'église est en haut du plan, là. Donc, ce qu'on mentionnait, c'est la largeur de l'allée de stationnement et de l'accès du stationnement, les toitures des galeries qui sont un peu plus grandes que prévu, les escaliers de chaque côté, le nombre de logements et puis la marge arrière. Au niveau du processus d'adoption, on a reçu la demande en mars dernier. Comme je l'ai mentionné, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on est en discussion avec le promoteur pour déposer une demande. Le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme le 15 avril dernier. Il a été présenté au conseil municipal le 5 mai. Le conseil municipal a adopté son premier projet de résolution qui vise à autoriser le projet à certaines conditions. On a publié un avis public et on a mis une affiche sur le terrain le 14 mai dernier. On se retrouve donc ce soir à faire l'assemblée publique. Suite à l'assemblée de ce soir, on va analyser les commentaires qui seront reçus d'ici la séance du conseil municipal qui est prévue le 2 juin. Normalement, le conseil municipal devrait adopter son second projet de résolution le 2 juin à la prochaine séance du conseil. Suite à la prochaine séance du conseil, il va y avoir un avis public qui va être publié pour annoncer la procédure d'approbation référendaire parce qu'il y a certains éléments du projet qui sont susceptibles d'approbation référendaire, le nombre de logements notamment. Donc, cet avis-là, il va être publié sur notre site Internet et il va être affiché sur le tableau d'affichage à l'Hôtel de Ville au plus tard le 18 juin. Donc, ça va être entre le 2 juin et le 18 juin. Il y aura une période pour déposer une demande d'approbation référendaire qui va durer jusqu'au 8e jour suite à l'avis public. S'il n'y a pas de demande d'approbation référendaire valide qui est déposée, le conseil municipal va adopter sa résolution le 7 juillet pour approuver le projet. Le tout va être envoyé à la MRC de la Vallée du Richelieu pour analyse de la conformité au schéma et ça devrait passer à la MRC le 19 août prochain. Au niveau de l'approbation référendaire, ça se ferait en 3 étapes. J'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait une période de 8 jours suite à l'avis public. Ça, c'est la première étape. C'est la période pour déposer une demande d'approbation référendaire. S'il y a suffisamment de gens qui déposent une demande d'approbation référendaire, il va y avoir une période d'enregistrement. Encore une fois, s'il y a suffisamment de personnes qui viennent signer le registre, le conseil aura 2 choix, soit de ne pas approuver le projet, soit de tenir un référendum au sujet du projet. Pour être valide, une demande d'approbation référendaire, elle doit indiquer clairement la zone d'où elle provient. Elle doit être signée dans le cas où il y a plus que 21 personnes intéressées dans la zone d'où elle provient par au moins 12 personnes ou s'il y a moins de gens, par au moins la majorité des personnes qui habitent la zone. Puis elle doit être reçue par la Ville au plus tard le 8e jour après la publication de l'avis public qui annonce la possibilité de déposer une demande d'approbation référendaire. La zone concernée, c'est la zone R1. C'est une zone qui est quand même très grande. Là, à l'écran, ça doit être plutôt petit, mais ça va de la rue Comtois jusqu'à la rue Nobel, la rue Thomas Cyr qui est ici, la rue Mongeau, puis jusqu'à le sentier Roger-Dubuc. Donc ça, c'est la zone concernée. Les zones contiguës, c'est les zones en vert. Donc on parle, ça part de Bernard-Pilon, chemin du Richelieu, résidence richelloise, la rue Lynne, puis le sentier Roger-Dubuc. Donc ça, c'est les zones contiguës. Donc c'est les gens qui ont le droit de déposer une demande d'approbation référendaire. Les gens qui sont à l'extérieur de ces secteurs-là dans la ville, ils ne peuvent pas déposer de demande d'approbation parce qu'ils ne sont pas dans les secteurs concernés, ni contigus. Les rouges ont le droit de voter, pas les verts. Les verts aussi. Les verts aussi, toute la gamme. Oui. Oui. Qui sont les gens qui peuvent déposer une demande d'approbation référendaire? C'est des personnes, si je peux résumer,
tout le texte qui est à l'écran, ce serait une personne qui aurait le droit de voter s'il y avait une élection ce jour-là, en quelque sorte. Donc, une personne majeure qui n'est pas visée par une curatelle, etc., etc. Donc, et qui doit habiter dans une des zones que j'ai mentionnées tout à l'heure. Vous pourrez regarder, le plan va être disponible sur notre site Internet. Donc, si vous voulez regarder à tête reposée, si vous êtes dans un des secteurs concernés, vous pourrez le faire sur notre site Internet ou sinon, ça va être disponible à la réception de l'Hôtel Lévis. Il y a des conditions supplémentaires qui s'appliquent dans le cas des propriétaires qui n'habitent pas à cet endroit-là, des propriétaires d'entreprises, etc. Donc, on en arrive maintenant à la période de questions et de commentaires. C'est Jean-Pierre Chassé, 162 de l'Église, le voisin immédiat. C'est le premier qui avait acheté la maison, le terrain avec la maison pour le démolir. S'il avait le droit de faire un 4, il n'avait pas le droit de faire un 6. Là, tout d'un coup, on a pris la possibilité de faire un 6. C'est quoi le changement? Puis pourquoi? Puis dans la rue, c'est toutes des unifamiliales, à partir de la rue Jarry en montant jusqu'au bout de la rue, c'est toutes des unifamiliales. Il y a une bâtisse qui a deux locataires, deux habitations dedans. Puis tout d'un coup, ils vont nous planter un 6 au bout de la rue qui va amener beaucoup de trafic dans un cul-de-sac, près de la traque, où il y a des enfants qui jouent dans la rue. Puis on sait que 6 logements, c'est 12 autos. Ils vont les stationner où? Puis il y a déjà des no-parking tout le long de la rue sur un côté. On est déjà de la misère quand on se fait la visite à stationner. Fait qu'il y a quelque chose, en quelque part, que je ne comprends pas qu'on puisse changer les choses. Si tu as le droit de faire un 4, tu n'as pas le droit de faire un 6. Puis c'est déjà beaucoup pour le même terrain. Bien, en fait, M. Chassé, le zonage actuel permet la construction de 4 logements sur ce terrain-là. OK? Donc, on part avec ça. Maintenant, on a procédé à un projet particulier d'urbanisme pour le secteur du vieux McMaster, essentiellement dans la dernière année. Et dans le cadre de cette planification-là, le Conseil, suite à des consultations publiques, a déterminé qu'il y avait certains endroits dans le quartier qui étaient propices à une plus grande densification. Et le terrain qui est identifié ici faisait partie des terrains là, qui étaient propices à une plus grande densification. Malheureusement, au cours de l'année, on n'a pas pu adopter nos règlements là, nous permettant de modifier le zonage pour permettre la construction d'un 6 logements. C'est pourquoi, en réponse à une demande du propriétaire du terrain, bien, on analyse le dossier sous l'angle d'un projet particulier de construction ou d'occupation d'un immeuble, ce que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme nous permet de faire. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, on discute d'un 6 logements. Mais je ne comprends pas pourquoi vous allez changer les règlements tout d'un coup. Hey? On n'a pas changé. Moi, je suis voisin immédiat. Là, 4, je le tolère, je n'ai pas de trouble. 6, c'est trop. OK. Vous êtes entendu? Bonjour. Bonsoir. Benoît Blanchet, 159 de l'Église en face. Je ne suis pas contre le développement là, avec McMaster. Sauf que, comme M. Chassé dit, là, tout d'un coup, ça passe de 4 à 6 logements. C'est beau, là, l'architecture et tout, là. Mais moi, je suis complètement au bout de la rue, là, puis vous seriez surpris de la circulation qui vient revirer dans le cul-de-sac de la rue de l'Église, là. Il y a des chars... tantôt, entre 17h et 18h, là, j'en ai compté 9 qui sont venus revirer dans ma rue, là. 9 en 1 heure, un lundi, sur l'heure du souper, qui sont venus revirer dans le cul-de-sac. Quand ils montent, c'est pas pire. Mais quand un coup qu'ils ont viré, là, ça descend, c'est un moyen temps. Puis ça, c'est fatigant. Deuxièmement, il y a des no-parking sur un côté, pas sur mon côté. Puis là, ça, c'est un petit trottoir, un cutter qu'on appelle, là. Mm-hmm. C'est correct, là. Mais ces gens-là, je prends des marches souvent, là. Puis je vois que toutes les autres rues où il y a des habitations à logement comme ça, là, sont bien forts sur le stationnement dans la rue, ce monde-là. Ça a l'air d'être bien compliqué de stationner dans leur cour arrière parce qu'il y a plein de stationnements de vide, mais il y a tout le temps 5-6 chars dans la rue.
parké de même, de même. D'autres, moi, j'ai des roulottes, une roulotte, j'ai une chaloupe, j'ai des cossins. J'ai des petits coteurs de même, là. Déjà, là, quand il y a du monde qui vient de la visite, ça débarque. Ça embarque sur le terrain chez nous. Comme vous savez, monsieur le maire, dans notre quartier, les maisons sont proches de la rue. Moi, là, je suis assis sur mon balcon en avant, là, puis le monde sont à 5 pieds de moi, puis ils jasent, là. Hey, Baquet, t'es chez nous, là. Fly. Fait que, moi, je me demande aujourd'hui, c'est que ces gens-là, si tu stationnent dans leur stationnement, s'il y a 12 chars, là, c'est pas mon problème à moi. C'est pas à moi. Puis, tous les véhicules qui viennent virer dans le cul-de-sac, là, parce que c'est un rond-point, ça va bien. Mais s'il y a des autos stationnés là, ça vire plus. Ils vont faire quoi, ces gens-là? Ils vont virer dans ma cour à moi, puis dans la cour à Jean-Pierre. Moi, là, ça fait 51 ans. J'ai 56 ans. Ça fait 51 ans que j'habite McMasterville. J'ai été élevé sur la rue du Grand-Chêne. Mon père est encore là, vous le connaissez. Puis, on a une quiétude à McMaster, on a une qualité de vie qu'on n'a pas ailleurs, que bien des places n'ont pas. Moi, si je reste pas à Longueuil pour une raison, j'aime pas ça. Vous comprenez? Pas contre le développement, je comprends, c'est de l'argent qui rentre, puis aujourd'hui, vous l'avez expliqué tantôt pour l'autre affaire, ça prend des logements, puis c'est correct. C'est pas contre ça. Mais, moi, j'aimerais ça, je sais pas, que ce monde-là, ça stationne dans le cours, pas en avant de chez nous. Mettez un autre parking au coin de chez nous, jusqu'au rond-point. Moi, c'est ça que j'aimerais avoir. C'est plate la visite. La visite marcheront 100 pieds plus loin, Jean-Pierre, je m'excuse. Là. On n'a pas gros, on est sauvage. On est sauvage à la rue de l'Église, nous autres, on n'aime pas le monde, ben. Puis, ma deuxième affaire, c'est que moi, pendant plusieurs années, j'ai fait du déneigement. Ici, à McMaster, Belleuil, puis tout ça. Puis, on avait du fun à certaines places parce qu'on ne sait pas où mettre la neige. Puis, je me demande aussi qu'ils vont en mettre leur neige, eux autres, là. J'espère juste qu'ils ne viendront pas, les gars de tracteur, venir pousser ça dans ma haie chez nous, là. Parce que ça se pourrait bien, là. Sinon, ils vont monter ça dans votre tas de neige à vous autres. Puis, à un moment donné, ça va en faire de la neige, là. Fait que ça, c'est une question que quelqu'un qui a jamais fait de déneigement, puis c'est un peu ce que je reproche à des promoteurs souvent, c'est jamais réfléchi, ça, cette histoire-là. Ils pensent où mettre le bac à vidange, mais la neige, là, quand il en tombe 10 pieds d'un hiver, là, à un moment donné, ça commence à faire un tas. Ils vont souffler ça où, eux autres, dans le vide de la traque, ou ils vont. La un moment donné, ils ne savent plus où la mettre. Fait qu'ils la mettent partout, puis ils sacent le camp. Moi, ils ne me banqueront pas un timban de neige de marde chez nous, c'est pas vrai, là. La chicane va pogner, là. Moi, je suis pas chicaneux, puis j'ai jamais fait de trouble à personne. Ça fait 25 ans passés qu'on est voisins, nous autres, puis tout le monde s'entend bien chez nous, on n'est pas des chicaneux. Mais c'est à prévoir. Puis, une noue drainante, moi, je travaille dans l'excavation, c'est correct, mais pourquoi qu'il n'y a pas un pluvial dans le stationnement? Bien, Si la pente est vers chez M. Chassé, pourquoi il n'y a pas un pluvial dans le milieu du stationnement? Il devrait avoir un pluvial. Je fais ça tous les jours, moi, pour mettre des pluviaux, là. Il devrait avoir un pluvial dans le stationnement. Parce que là, la pente, la manière que je vois ça, elle s'en va chez M. Chassé. Puis là, ça ne va pas en arrière. La noue drainante, là, la noue drainante, c'est un drain français, je m'excuse, là. Pas ça qui va vider l'eau du stationnement, là. Mais en fait, la noue drainante n'est pas du côté du voisin. Non, elle est en arrière. Elle est du côté Elle est en de arrière. la piste cyclable. Mais c'est pas elle qui va Mais drainer le l'objectif- stationnement, madame. Mais l'objectif, c'est de recueillir au minimalement une partie de l'eau de pluie sur De l'eau le de pluie terrain. va tomber sur le terrain vert, pas dans le stationnement. Ben, c'est que le stationnement va se drainer vers la piste cyclable pour se Ouais. retrouver dans la Des noue. bons coups d'eau, là, votre drain français, on s'en reparlera. Il ne marchera pas, ça va s'en aller chez le voisin en arrière, ça. Parce que lui, là, il va être plus haut, là. Ça, c'est. Ouais, mais ça, là, moi, c'est. Avec les changements climatiques de nos jours, ce qu'on souhaite, c'est Ouais, bien, d'éviter le le plus voisin en possible arrière, il n'y a pas d'envoyer d'affaire l'eau à dans absorber le l'eau d'eux autres. Mais Moi, là, le garage municipal, il bordure mon terrain en arrière. Là. Un moment donné, il rentrait 4 pouces d'eau dans mon garage, moi, là, le printemps. Là. Qu'est-ce qui se passe? Un moment donné, je suis allé voir, la gouttière était dépluguée. Puis il drainait chez nous, là. La gouttière, une grosse, là. Je suis allé voir le contremaître de la municipalité. Hey, on a un problème, là. T'es après à remplir ma cour d'eau. Hey, on n'a pas le droit d'envoyer l'eau chez vous. Ben, elle sait bien. Aussitôt que j'ai dit ça, ça a été fait tout de suite. Une bonne entente, ils l'ont réparé, ils ont envoyé ça dans le pluvial, sur le bord de la piste cyclable. Mais moi, je vous le dis, je travaille dans l'excavation à la semaine longue. Il devrait y avoir un pluvial là-dedans, ce stationnement-là. Parce que votre noue drainante, là, pas un drain français, mais il y a un bon coup d'eau, ou le printemps, là, il va être gorgé, ça.
Puis un drain français, là, après 10 ans, là, ça vaut pas rien. Fait que je vous le dis, pas ingénieur, moi, là, pas architecte, pas brillant, mais ça fait longtemps que j'en creuse des trous, puis j'en fais des trous en tabarouette d'une semaine. Puis, je vous le dis, moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu de... Partout ce qu'on va, on en met. Puis c'est pas... Ouais. Ça coûtera pas 100 000 mettre ça. Mais Bien. moi, ce qui m'inquiète... Moi, l'eau, là, l'eau, elle viendra pas chez nous, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais j'aime bien mon voisin, moi. Il veut pas qu'il s'en aille. Puis je trouverais ça plate et qu'il se promène tout le temps en bas de dos en bédaine, c'est pas chic. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, M. Blanchette. Donc, j'ai pris note des différents points que vous avez soulevés, puis on va les examiner avec attention, soyez-en assurés. C'est le but de l'exercice ce soir. Pas bloquer le projet, c'est juste de... petit chatouiller des fois. Alors bonjour, Jean Thibodeau. Premièrement, Bonsoir. je suis de Camille-Chéné, donc je suis pas dans le secteur, mais je compatis beaucoup là, avec les gens. J'ai plutôt des questions un peu différentes sur le projet. La première question qui me vient en tête quand je regarde le projet, il y a 9 dérogations, dont une qui, selon moi, est majeure, de 4 à 6 logements. À partir de quel moment qu'on considère que ça dénature le règlement? C'est parce qu'on a quand même beaucoup de dérogations, puis on a 50% de plus de logements que ce qui est prévu à la réglementation. Fait que c'est quoi votre arbre de décision pour dire que ça dénature plus le règlement? Et je comprends qu'il y a des nouveaux règlements qui s'en viennent, là, mais on a un règlement actuel, donc je voudrais savoir comment vous prenez la décision. En fait, on n'est pas dans l'analyse d'une dérogation mineure là, dans le cadre de ce projet-là. C'est un autre cadre d'analyse. L'outil qu'on utilise, c'est le projet particulier de construction d'occupation d'un immeuble, le PPC-moi. Comme je mentionnais, c'est un outil qui est prévu par la loi et l'aménagement sur l'urbanisme qui nous permet de déroger à la réglementation de zonage courante compte tenu du contexte particulier d'un terrain. Donc, dans ce cas-ci, on a un terrain qui a une forme irrégulière, qui a des contraintes au niveau de la voie ferrée, qui a des coûts de construction supplémentaires, étant donné justement les mesures anti-vibration qui doivent être mises en place. Donc, si on souhaite avoir du développement, bien, il faut qu'il atteigne un certain seuil de rentabilité, d'où l'intérêt de proposer d'avoir 6 logements au lieu de 4 sur ce terrain-là. OK. Maintenant, plus spécifiquement sur le projet, tout à l'heure, j'ai entendu parler de mesures d'atténuation du train. C'est quoi ça? En fait, c'est des mesures qui nous sont prescrites par la communauté métropolitaine de Montréal, là, du fait de la proximité de la voie ferrée. Puis, en termes de mesures au niveau de la construction, je laisserai peut-être Marie-Pierre Tremblay, étant donné que c'est plus technique, là. Bien, en fait, ça peut être plusieurs solutions. Dans le cas du projet prévu, c'est sûr que dans le règlement de zonage, il y a des normes qui sont prévues, puis le projet ne permettra pas de déroger à ces normes-là. Donc, au niveau des vibrations, il y a une certaine quantité maximale de vibrations qui peut être tolérée dans un bâtiment. Au niveau du bruit, il y a certaines mesures qui doivent être prises pour qu'à l'intérieur du logement, on ait un espace confortable pour habiter. Par contre, il y a plusieurs solutions qui peuvent être faites, puis ça va être quelque chose qu'on va vérifier au moment de l'analyse de l'émission du permis de construction. Ça peut être un certain type de vitrage, ça peut être au niveau des matériaux de revêtement, au niveau de la fondation, ça peut être un certain type d'isolation de la fondation, etc. Donc, il y a plusieurs méthodes pour arriver à une conclusion. Donc là, pour l'instant, on n'en est pas rendu là, mais ils vont devoir prévoir ces mesures-là pour respecter les normes qui sont prévues par la communauté métropolitaine de Montréal. D'accord. On parle de 37 d'espace maintenu. Je vois pas de remise, par contre, sur le terrain. Donc, une remise pour 6 logements, c'est quand même quelques centaines de pieds carrés, non? Ce qui devrait réduire encore d'autres. Donc, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il n'y aura pas de demande de dérogation pour se coller en quelque part pour la remise, ou s'il y en a une, elle devrait être à même les terrains, à même la réglementation actuelle? Bien, dans le fond, le minimum pour un 6 logements, c'est 20 d'espace vert. Le minimum pour
pour unifamilial à trifamilial, c'est 30 %. Donc là, on est à 37 %. Donc même en ajoutant une remise, on considère que ça va demeurer conforme à la réglementation. S'il y a telle demande, par contre, elle va respecter la réglementation actuelle. Il n'y aura pas... Un peu ce que je demanderais un peu au comité, c'est de dire est-ce qu'on est capable aujourd'hui au moins d'affirmer qu'il n'y aura pas de nouvelles dérogations qui vont être approuvées sur un tel projet, parce que on est quand même... c'est serré, là. Il ne faut pas se le cacher, là. C'est serré sur le terrain. Bien, c'est sûr que le PPC moi, il va permettre certains éléments dérogatoires. C'est sûr que j'ai listé tantôt. S'il y a d'autres éléments à venir sur le terrain, donc ils devront respecter la réglementation. Sinon, ils devront suivre les procédures normales prévues par la réglementation. Donc, la dérogation mineure, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui s'appliquerait. OK. Pourquoi seulement 4 places perméabilisées et donc pas plus? Et quel est le reste du recouvrement pour l'allée puis les autres places? Si je ne me trompe pas, je pense que c'est de l'asphalte qui est prévu pour le reste du stationnement. Pourquoi 4 places? C'est ce qui a été proposé par le demandeur. C'est 5 places. 5? Oui, parce qu'il est caché par l'arbre. Ah, oui, caché par l'arbre, l'autre. Bon, 5 La raison pourquoi il y a 5 places de famille. Excusez-moi, si vous avez des observations à faire, je vous demanderai de venir au micro, s'il vous plaît, pour la captation vidéo. Y avait-il d'autres questions, observations, M. Thibodeau? Oui, j'ai d'autres. Pendant la construction, est-ce qu'on altère l'accessibilité à la piste au sentier Roger du Buc? Il n'y a pas de contrainte de ce côté-là. Pas de contrainte, il n'y aura pas de dommages non plus? Non. De prévu, OK. Au niveau des arbres, vous mentionnez qu'il y a 3 arbres matures qui vont être coupés. On les connaît, j'en ai mentionné à la dernière assemblée. On parle d'arbres que le promoteur propose. Je ne pense pas qu'il y ait de réglementation qui oblige de planter des arbres, à moins que je me trompe. Oui, effectivement, dans le cadre de ce type de projet-là, on demande, on exige qu'un certain nombre d'arbres soient plantés. Est-ce qu'il y a une calibration, un diamètre minimum? Parce que si on plante Oui. 5 fouets comme ça, on n'aura pas grand-chose. Non, il y a un certain diamètre à 1,5 m, là. Ben, ce qui est prévu, c'est 5 cm mesuré à 1,5 m de sol, la grosseur du sol. Un peu moins vite, s'il vous plaît. Un tronc de 5 cm de diamètre mesuré à 1,5 m de sol. Fait que 2 pouces à 5 pieds d'auteur. On est à plusieurs années d'armature. Il y a moyen de planter des arbres qui sont plus gros. Je les fais à la maison moi-même là, pour avoir quelque chose qui vient plus rapidement. Parce qu'on perd énormément. Là. On perd 3 beaux arbres, dont 2 particulièrement, là, qui sont... Oui, je le conçois. Maintenant, plus on exige un gros calibre, plus les chances de mortalité ou de survie sont moins élevées, là. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec ce type de calibre-là qui offre une chance de survie qui est plus grande. Maintenant, quand on construit, on construit pour la génération de demain, hein, aussi, là. On voit ça dans une perspective à long terme. Donc, oui, à court terme, effectivement, on va perdre des arbres matures qui, de toute façon, éventuellement, allaient mourir. Puis, d'ailleurs, je n'ai pas l'état de santé des arbres qui sont présents sur le site, mais sans être un expert, je pense qu'ils ne sont pas en très bonne santé. Maintenant... Je suis pas d'accord avec vous. Bon, écoutez, je ne suis pas un expert, là, je vous le dis d'entrée de jeu, bien humblement. Okay. Là. Mais s'il vous plaît, je vais vous demander de respecter le décorum. La personne qui a le droit de parole, elle est au micro. Si vous avez des interventions à faire, vous allez être bienvenu de venir au micro. Alors, maintenant, oui, on va perdre des arbres matures et il y aura quand même un plus grand nombre d'arbres qui vont être plantés sur le site. Puis, dans quelques dizaines d'années, le site aura pris tout le potentiel en termes d'ampleur d'arbres. J'ai un dernier commentaire. Je vais faire un dernier commentaire rapidement. Quand on a eu les assemblées l'année dernière sur le développement de cette zone, je mentionne, je suis d'accord avec la densification. Toutefois, je vais faire quand même un bémol ici. On a quand même 400 % plus de logements dans le règlement
que ce qui était prévu, ce qu'il y avait auparavant, qui était une unifamiliale. Et si on regarde la densification de nos voisins, McMasterville ne doit pas prendre le besoin de logement de tout le secteur de la Montérégie parce que les autres ne peuvent pas le faire. On est quand même à 1800, 1750 habitants au kilomètre carré. Les seuls qui se rapprochent, c'est Atterburn Park. Et si on regarde Belleuil, Saint-Basile, Saint-Mathieu-de-Belleuil, alors là, on est à des années-lumière de McMasterville. Donc, je pense qu'il faut quand même, je suis d'accord avec la densification, je l'ai déjà mentionné, on doit aller là pour des questions climatiques, environnementales, je suis tout à fait d'accord, mais il ne faudrait pas que cette obligation-là appartiennent uniquement à McMasterville dans la région. Et je pense que c'est important on a le droit d'être des bonnes municipalités, bonnes villes qui fait attention, mais on ne doit pas être les seuls qui doivent prendre la responsabilité. Je fais ce commentaire-là parce que souvent dans la densification, malheureusement, on oublie de garder ça beau, on oublie de garder ça soit conforme à l'environnement autour, et on voit des affaires pousser dans des endroits où c'est vraiment horrible, puis il ne faudrait pas que McMasterville tombe là, je le répète, c'est absolument important, on a une belle ville, il faut garder la belle ville. Merci. Alors, on va être d'accord sur ce point, M. Thibodeau. On a une très belle ville, puis on veut préserver ce caractère. Également, sur la question de la densification, c'est difficile de comparer une ville à l'autre, là, étant donné que les villes voisines ont une très grande part de terres agricoles qui rentrent dans le calcul de la densification. Donc, faisons attention avec ce type de comparaison-là. Maintenant, les expériences de densification qui ont lieu à McMasterville jusqu'à maintenant, même certaines qui, à une certaine époque, ont pu soulever un tollé, aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Je pense que ça a été accepté par la population. Je pense qu'on essaie de faire les choses intelligemment, puis on consulte la population pour avoir une rétroaction, pour faire les meilleurs projets possibles. Puis si vous regardez les projets qui ont eu cours dans les dernières années, on est très exigeant avec les promoteurs en matière de qualité architecturale, en matière d'efficacité énergétique, en matière de critères environnementaux. Donc, c'est le genre de projet qu'on veut avoir sur notre territoire parce que, je le répète, on construit pour du long terme. Donc, on veut avoir une belle ville à long terme. Puis, on ne laisse pas passer n'importe quoi. Autres commentaires, questions? Oui, vous pouvez y aller. Moi, c'est juste parce qu'ils disent qu'il va y avoir 9 places de stationnement. Pouvez-vous me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Sylvie Chassé. Bonsoir, Mme Chassé. Bonsoir. Ils disent qu'il va y avoir 9 places de stationnement. Sauf que c'est 6 logements. Puis pour les payer, ces logements-là, je suppose que c'est 2 travailleurs qui vont être là, dans chaque logement. Donc, ça va faire 12 voitures, à mon avis. Les 3 voitures supplémentaires, ils vont y mettre tout? Dans leur poche? Alors là, en fait, on souhaite autant que possible diminuer la dépendance à l'automobile, puis c'est propice surtout dans le contexte où on est à proximité d'une gare de train, d'un service d'autobus qui est quand même relativement efficace. Donc, évidemment, plus on met de stationnement, plus on vient favoriser l'utilisation de l'automobile, alors que si on vient contraindre un peu, bien, on vient réduire le nombre d'autos aussi par logement. Donc, c'est dans ce genre de logique-là qu'on travaille en urbanisme. Bien, c'est parce que je suis d'accord, si tu travailles, mettons, dans le secteur de Montréal, prendre le train, ça va. Mais si tu travailles comme à Saint-Hyacinthe, ou tu es obligé d'avoir 2 voitures, là. Je ne sais pas, il me semble qu'ils vont en manquer. Fait qu'on va arriver l'hiver, ils vont les mettre où? Bien, à ce moment-là, ça sera le stationnement sur rue ou les stationnements publics qui se retrouvent plus loin. Bien, c'est ça. Ensuite, l'autre question, c'est, je vois qu'il y a des escaliers sur le côté, nous autres, de notre maison. Là, quand je regarde, moi, je ne vois pas le trottoir. Il doit y avoir un trottoir quelconque qui vont prendre ces gens-là pour s'en aller en avant. Ou, moi, je ne comprends rien dans le dessin, là. En fait, c'est pas leurs entrées principales. Les entrées principales sont plutôt de l'autre côté du bâtiment. C'est le logement d'en avant, il y a son entrée qui est ici, qui est reliée au stationnement. Il y en a un autre logement que son entrée principale est ici, l'autre ici, l'autre là, puis l'autre derrière. Fait que c'est ça, c'est vraiment des escaliers qui donnent accès plus à leur galerie. C'est OK. pas... donc, tu sais, la majorité des gens, dans leur cour arrière, ça descend dans le gazon, là, dans ce temps-là. OK.
C'est juste aussi, on va dire comme eux autres, moi, c'est l'emplacement, dans le fond, de ce terrain-là. Tu sais, on dit on fait un 6 logements, mais c'est un cul-de-sac. Et puis, c'est pas personne qui va pouvoir dire, bon, bien, je vais prendre, je vais m'en aller à gauche ou je prends à droite. Tu es obligé là, de t'en aller toujours là, vers ta droite quand tu sors. Ça va faire combien de voitures supplémentaires, ça? Fait que je trouve que c'est beaucoup pour un bout de rue. C'est ça, pour ça que je disais un 4, ça fonctionne bien. Mais un 6, déjà, c'est beaucoup. Un peu trop, en tout cas, à mon goût, là. C'est sûr que je suis la voisine immédiate, hein? On s'entend, là. J'entends ce que vous me dites, puis c'est sûr que c'est un changement dans le voisinage, là, puis Énorme. vos questions sont légitimes, là. Écoutez, j'habite sur la rue de l'École. Moi, j'ai vécu la construction de 48 logements au bout de la rue chez nous, suite à l'incendie de l'école. Jusqu'à là. l'école, loin, Ouais. c'est ça. Est-ce qu'il y a plus d'autos qui passent sur la rue? Oui. Est-ce que ça change quelque chose dans ma vie? Non. Non, mais ils peuvent passer par deux bords. Nous autres, c'est vraiment un côté, là. Tout le monde va passer par là. Je comprends. Puis là, plus ça va, plus il y avait des enfants sur la rue. Et là, ça va devenir de plus en plus inquiétant, là. Tu sais, je veux dire, on est supposé justement être une ville familiale, mais les enfants, on aimait ça quand ils jouaient dans la rue, ça venait au-dessus du bout de la Ouais. rue, ça joue au hockey, ça joue au basketball, ça... Mhm. Mais là, ils ne pourront plus faire ça, là. Puis je me dis, 4 logements, déjà, c'est beau, mais 6, pas à mon goût. C'est bien noté. Merci. Beauchesne de la rue Beauvoir encore. Je reviens avec M. Robidoux, son idée d'aller d'après les lois de la ville, de ne pas déroger au nombre d'habitations dans les secteurs. Puis ton argumentation, toujours, c'est la rentabilité du projet. Si les entrepreneurs sont trop gros pour ces petits projets-là, bien, ils devraient laisser les petits entrepreneurs faire les petits projets plus petits de 4 logements ou 3 logements qui sont capables de faire des profits puis que ça va bien. Si tu es trop gros puis tu veux trop faire d'argent, bien, c'est peut-être bien mieux de te tasser. Merci. Merci, M. Beauchesne. La rentabilité des projets, c'est effectivement des considérations qui appartiennent aux entrepreneurs. Ça n'appartient pas à la ville. Par contre, l'intérêt de la ville, puis vous connaissez bien la dynamique municipale, là, c'est d'être en mesure de recueillir de nouveaux revenus fonciers pour pouvoir financer des services à la population. Donc, c'est sûr que quand on a une opportunité de redéveloppement, bien, on veut maximiser les retombées pour la ville en prenant en considération aussi l'impact urbanistique que va avoir l'insertion de nouveaux projets. Et si vous voulez, on pourra se parler après, mais je ne veux pas avoir de débat en séance publique avec vous, là. C'est correct. Toujours très ouvert aux commentaires. Vous pouvez vous avancer? Excusez, pas habitué. C'est mon baptême. Mon nom est Carl Boucher. En fait, c'est moi qu'on appelle le promoteur du projet, hein, même si je ne me considère pas vraiment promoteur. J'aimerais ça répondre tout d'abord au monsieur qui est parti pour la noue drainante. Oui, juste pour éviter qu'il y ait un débat entre citoyens, Ah non, mais je veux. vous pouvez me répondre, Ah, puis OK. certainement que la personne va tendre l'oreille attentivement. Je pense que la personne a quitté, mais en fait, pourquoi qu'on avait mis, on n'avait pas mis de puisard dans le stationnement, puis qu'on favorise plus la gestion des eaux de ruissellement en surface, parce que c'est pour ne pas surcharger finalement l'égout pluvial, puis favoriser plus un renflouement de la nappe phréatique. Fait que dans le fond, ici, le pavé perméable, il va tout absorber l'eau de cette portion-là. Puis tout le reste, finalement, en asphalte, va permettre, il va y avoir une pente là, qui va aller vers la noue drainante à droite, avec des baissières le long de la chaîne de trottoir. Puis l'eau va tout s'égoutter dans l'eau de la portion de l'asphalte, dans le fond, va tout s'égoutter dans la noue drainante. Puis ça, en fait, c'est que les villes en général, pas juste McMasterville, mais Belleuil, favorisent la gestion des eaux de ruissellement en surface. Oups, c'est vrai, il faut que je regarde là. Donc, c'est pour ça là, qu'il n'y a pas je pense qu'il y a eu des crues d'eau aussi récemment, là, puis justement, quand on utilise un puisard comme ça, ça favorise justement ces crues-là, puis la surcharge finalement du pluvial de la ville. Fait que c'est
C'est pour ça qu'on gère l'eau en surface. C'était pour ça. Les arbres, en fait, là, l'arbre... moi, il ne faut pas que je regarde. Le gros arbre qu'on va abattre, il y en a un plus gros que l'autre. Il y en a deux plus gros. En fait, c'est des arbres qui sont charcutés par Hydro-Québec. Fait qu'ils sont exactement dans la ligne électrique. Fait qu'ils on va déjà sûrement recevoir un avis d'Hydro-Québec pour l'abattre parce qu'il y a des branches qui touchent au fil. Fait que pour ça, c'est ça. Pour l'architecture, je peux peut-être laisser Caroline. Alors, bonsoir. Caroline Bousquet, architecte. Je suis l'architecte du dossier. Et puis, comme le mentionnait M. Boucher, plusieurs points, en fait, je pense, d'importance. On questionnait au niveau des galeries à l'arrière. Effectivement, c'est c'est vraiment pour desservir la deuxième issue, pour rendre conformes les unités qui sont présentes sur le site. Évidemment, le terrain est prévu, puis, je cite, pour que l'ensemble des eaux de ruissellement, à part pour être drainées au niveau de l'anneau drainante sur le côté latéral droite, sinon, ça va s'en aller directement vers la rue. Donc, pas de drainage chez les voisins, que ce soit à l'arrière ou sur le côté latéral dont certains propriétaires sont ici aujourd'hui. L'architecture du bâtiment a été travaillée avec une sensibilité du secteur. Je pense que ça a bien été soulevé par Marie-Pierre un petit peu plus tôt. Venant rabaisser la hauteur, faisant aussi en sorte que pourquoi on y allait avec 2 étages dans la partie rez-de-chaussée, étage, bien entendu, c'est pour limiter et même, en fait, éviter complètement les balcons qui pourraient donner une vue directe chez le voisin. Maintenant, laissez-moi vous parler parce que j'entendais certaines inquiétudes au niveau des mesures qui peuvent être employées lorsqu'on est à proximité de voies ferrées. Ça, c'est vraiment ma partie à moi. Alors, ça va me faire plaisir de vous aiguiller sur ce qui va être fait. On parle ici de verres spéciaux pour ce qui concerne le vitrage des fenêtres. On parle à la fois de verres triples, mais vous savez que les verres asymétriques sont encore beaucoup plus performants que le verre triple, mais ça fait partie, le verre triple également nous aide au niveau de l'efficacité énergétique, pas seulement au niveau de l'effet sonore. Ensuite de ça, la laine qui est utilisée dans les murs extérieurs, on y va plutôt avec une laine de roche communément appelée la roxule, parce que la densité du matériau vient absorber davantage le son qui est employé à ce niveau-là. Au niveau des vibrations, on remplace ce qu'on va appeler des fourrures par des barres résilientes pour, encore une fois, limiter les éléments vibrants. Et d'ailleurs, on parle en lien avec le train, mais j'aimerais vous rassurer également que ces unités-là sont prévues pour être également acoustiquement raisonnables ou agréables entre les unités qui sont superposées. Fait que c'est pas seulement avec le train, mais à l'intérieur même de l'habitat des unités les unes envers les autres. Oui, vas-y. Concernant les places de stationnement, en fait, là, on parlait de 9 places de stationnement. Nous, quand on va... puis, je veux dire, on a fait un projet ailleurs, d'autres projets ailleurs. Là, on affiche des logements avec 9 cases de stationnement. On n'affiche pas des logements avec 12 cases. Si on n'a pas les 12 cases en cours, on n'affiche pas des logements avec 2 cases, puis la deuxième, elle n'existe pas. Là. On ne fait pas stationner le monde dans la rue. Là. C'est pas pantoute ça notre objectif. Là. Il y a 3 4,5. L'objectif, en fait, c'est qu'il y a 3 4,5. Ces 4,5-là seraient loués avec une case de stationnement. Il y a 3 5,5. Puis ces 3 5,5-là seraient loués avec 2 cases de stationnement, ce qui fait 9 cases de stationnement. Puis pour répondre aux inquiétudes avec les enfants qui jouent dans la rue, bien, il va possiblement avoir des petites familles qui vont habiter ces logements-là. Fait qu'ils vont avoir encore plus d'enfants dans la rue. Fait que je pense que c'est positif de ce côté-là. T'sais. Puis aussi, toute la végétation avec le voisin, on va s'assurer, là, on a déjà prévu des arbres, beaucoup de végétation, il y en a déjà aussi, mais on va s'assurer qu'il y a vraiment une canopée fournie là, du côté de la ligne de l'eau gauche. Là. Nous autres, on est bien parlable là, aussi, là, s'il faut en rajouter ou quoi que ce soit dans le futur. Côté pente terrain vers le voisin, il n'y a pas de pente qui fait en sorte qu'il y a du ruissellement vers les voisins là, actuellement.
Puis aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est que pour le permis, la Ville exige une étude de gestion des eaux de ruissellement par un ingénieur. Fait que tous les enjeux au niveau du ruissellement en surface vont être adressés dans ce rapport-là. Fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Fait que je veux quand même rassurer les gens. Puis aussi, pourquoi 6 au lieu de 4? Bien, moi, je suis un utilisateur du train de banlieue personnellement. On a le sentier Roger Dubuc. Puis moi, j'habite à Saint-Hilaire, en fait, dans le village de la Gare. Puis j'utilise le même genre de sentier pour me rendre au train de banlieue, puis je trouve ça merveilleux. Fait que je trouve que d'utiliser ce sentier-là, justement, puis de faire en sorte que les gens puissent utiliser ça pour prendre le train de banlieue, puis favoriser le transport actif. Parce qu'on a, d'un côté, on a le train, de l'autre côté, on a les IGA, on a tous les services qu'on peut faire à pied, finalement, ou en vélo, en transport actif. Fait que, pour moi, le projet fait plein de sens à ce niveau-là. Très bien. Est-il d'autres observations? Bonsoir. Alors, mon nom, c'est Hélène Bricot. J'habite pas sur la rue de l'Église, mais la rue suivante, la rue Nadeau. On est tout près, on est voisins. Alors, je viens un petit peu ici pour rendre un petit peu témoignage, là, parce que c'est ça, près de chez nous, à côté de chez nous, directement, comme ces gens-là vont connaître. Là, on a conçu un 4 logis, puis on me répète que je suis bien chanceuse, 4 logis, ça aurait pu être plus gros. Et puis, on a fait un stationnement à l'arrière. Alors, 4 logis, ça veut dire 8 places de stationnement, mais il n'y a pas un brin d'herbe, c'est pas paysager, puis ça déborde. J'ai l'impression de vivre dans un zonage industriel. Parce que, en tout cas, il y a 2 gros camions avec une grosse remorque de constructeurs. Est-ce que vous avez des observations à nous faire sur le projet qui est l'objet de la Bien, séance ce c'est un soir? peu similaire. Tu sais, c'est proche, c'est gros. C'est moins gros que ce qui est prévu là-bas, mais déjà, 4 places, moi, je vois beaucoup là, la qualité de vie a beaucoup changé. Parce qu'il y a tellement de véhicules, là. C'est bien beau rêver, tout le monde va aller prendre le train, puis tout ça, mais dans les faits, c'est ça que je viens de parler, là. Dans les faits, il y a beaucoup de véhicules. Puis dans mon cas, c'est des gros véhicules, parce que ça a l'air des gens en construction, là. Ça fait que c'est des immenses remorques, des immenses camions, beaucoup d'autos, puis souvent, ça déborde, puis ils stationnent devant chez nous. Fait que si j'ai de la visite, moi, j'ai pas de place. Puis je trouve qu'ils ont fait un bel effort au point de vue d'architecture, c'est vrai. Mais 10 mètres, là, c'est haut. Hein? Comparativement, on le voit, on a la bonne image là, devant nous. On voit la hauteur comparativement aux maisons existantes sur la rue, je ne sais pas, mais je suis pour l'harmonie. Je ne suis pas contre le développement, mais qu'on conserve une qualité de vie et une harmonie. Puis aussi, je fais remarquer que ce projet-là, il est le long de la piste cyclable, comme on a dit. C'est important que ça soit beau, parce que c'est utilisé par beaucoup de gens qui apprécient. Puis ce terrain-là, c'est un plus, avec des arbres matures. Alors, il y a beaucoup de pertes, là. Autant pour les gens qui utilisent la piste cyclable que les voisins de la rue de l'Église. Alors, c'est mon point de vue. Il ne faut pas oublier la qualité de vie des gens qui habitent tout près. Puis vous dites qu'il y a eu des projets de fait déjà, puis que là, les gens, on n'entend plus parler, mais le 4 logis, je veux dire le 16 logis au bout de notre rue, là, à 4 étages, on ne l'accepte pas plus. Ça nous a été imposé, je regrette. Dites pas que c'est accepté. Bien. Moi, je parle avec mes voisins, puis c'est pas le cas. Désolée. Ce qu'on apprend lorsqu'on fait de la politique, Mme Bricot, c'est qu'il est très rare qu'on fait consensus ou plutôt l'unanimité lorsqu'on prend une décision. Alors, peut-être que vous êtes défavorable à certains projets qui se sont passés dans la municipalité. Je le regrette. On va aller chercher le plus d'acceptabilité sociale quand on fait un projet, mais souvent, ce n'est pas possible de plaire à tout le monde. Vous parlez de la qualité de vie. Je m'empêche de dormir pour m'assurer de la qualité de vie des gens de McMasterville. Donc, j'ai toujours ça en tête, soyez-en assurés, puis je suis convaincu que les membres du conseil municipal aussi.
On est chanceux avec Masseville parce que, vous l'avez souligné, on a le sentier Roger-Dubuc qui est d'une très grande beauté, puis on a une panoplie d'autres infrastructures. Puis ce qui nous permet d'avoir ces infrastructures-là, mais encore une fois, puis je suis désolé de ramener ça à ces considérations-là, mais on est dans le monde réel, là, c'est qu'on arrive à tirer des revenus dans la municipalité pour nous permettre de se payer ces services-là. Donc, c'est toujours dans cette optique-là, quand on autorise du développement, c'est pour bonifier les services qu'on a, c'est pour rajouter de nouvelles infrastructures qui vont améliorer la qualité de vie de notre population. Maintenant, sur les questions de densification, c'est un changement. Je comprends qu'il peut y avoir des réticences, que ça peut faire peur, mais c'est possible de le faire intelligemment. Puis je pense que jusqu'à maintenant, avec Masseville, on a démontré qu'on est capable de faire des belles choses, puis de prendre en considération l'intérêt des citoyens là-dedans. Autre intervention? Alors, la suite des choses, j'ai bien noté les préoccupations qui ont été exposées ici. Évidemment, elles seront l'objet de discussion au sein du conseil municipal et le dossier nous sera représenté à la séance de juin. C'est bien ça, Mme Tremblay? Exactement. Parfait. Donc, entre-temps, si vous avez d'autres observations dont vous voulez nous faire part, bien, la porte est toujours ouverte, toujours possible de nous écrire également. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été présent tout le monde.